Guillemette Besdeberg et Camille Roux, vous êtes orthophoniste spécialisé dans le bégaiement. Je suis Robotine, nous allons passer une petite heure ensemble. Mettez-vous à l'aise car vous allez répondre aux questions que se pose la rue. Quand vous entendrez ce signal, il ne vous restera que 10 secondes pour répondre et passer à une autre question. Vous avez accepté le défi. Maintenant, vous êtes face à la rue. Bonjour, pourquoi bégaye-t-on? Alors, pourquoi bégaye-t-on? On bégaye parce qu'on a tout d'abord une prédisposition génétique, c'est-à-dire qu'on a un ensemble de gènes dans le cerveau qui prédisposent pour développer plus tard un bégaiement. Sachant que ça ne suffit pas pour développer le bégaiement, il y a également un facteur déclenchant qui va venir faire émerger ce bégaiement qui petit à petit se développera dans un environnement qui sera aussi celui qui va l'installer. Cet environnement qui va installer ce bégaiement, c'est souvent qu'il est un peu oppressant, qui va rendre la personne relativement tendue et qui va entretenir ce bégaiement petit à petit au cours de la vie de la personne. Voilà, heureusement, il y a l'orthophonie qui est là pour réussir à diminuer les souffrances de la personne qui bégaye et qui va essayer de diminuer petit à petit également les manifestations du bégaiement comme les blocages, les répétitions de sons ou les prolongations de sons. Oui, et alors il faut aussi dire que le bégaiement n'est pas psychologique, ce n'est pas un trouble psychologique. Il y a peut-être des effets secondaires du bégaiement qui vont toucher la personne dans sa dimension psychologique, mais c'est absolument pas un trouble psychologique. Voilà. Le seul moment où un terrain psychologique peut intervenir, c'est ce que va construire la personne ensuite quand son bégaiement va se développer. Il va développer des pensées négatives qui vont s'attacher et se greffer à ce bégaiement. Bonjour, qu'est-ce que le bégaiement? Alors, donc le bégaiement, on vient d'en parler un petit peu. Le bégaiement, c'est un trouble de la parole, c'est-à-dire un trouble de la formation des sons au niveau de la gorge, au niveau de la bouche, au niveau des articulateurs, la langue, les lèvres. Donc c'est un trouble de la parole. Le cerveau va envoyer un message à tous ses organes et ce message va avoir du mal en fait à se transformer et à produire des sons. La personne va avoir du mal à produire des sons. Elle va forcer pour les faire sortir et ce forçage va entraîner à nouveau des blocages, des forçages, des blocages. Ça devient un cercle vicieux en fait. Et c'est pour ça que la personne va bégayer. On a tous des accidents de parole. Je pense qu'on va en faire pas mal aussi aujourd'hui. On a tous des petits accidents de parole, on va répéter un petit peu des mots, mais il y en a qui sont vraiment typiques du bégaiement. Par exemple, le blocage, comme on en parlait, le blocage sur un son, en début de mot, en milieu de mot, en fin de mot, des répétitions de sons, de syllabes, de mots, voire de phrases en fait. Des allongements très, très démesurés de certains sons, de certaines voyelles. Qu'est-ce que j'oublie encore? Oui, une tension physique très caractéristique du bégaiement, ainsi que des conduites en réaction à tout ça. Donc par exemple, un enfant qui bégaye va détourner le regard quand il va bloquer,
Il va y avoir des gestes accompagnateurs. Ils peuvent se taper un petit peu, se crisper. Éviter certains mots qui vont les faire bégayer. Mhm. Et il faut savoir que la tension qui est caractéristique du bégaiement n'existe pas forcément chez une personne non bègue parce qu'elle va développer au moment d'un blocage un réflexe de détente qui va en fait réussir à faire couler ensuite le mot de façon tout à fait naturelle. C'est pour ça que nous, non bègues, lorsqu'on parle, on arrive à sortir le mot quand même. Voilà. Bonjour, à quoi sert une orthophoniste? Alors, une orthophoniste, c'est une spécialiste du langage dans le domaine oral et dans le domaine écrit. Donc, on fait partie du domaine paramédical, comme les kinésithérapeutes, les infirmiers, les podologues, psychomotriciens, voilà, les psychologues. Donc, on dit spécialiste du langage oral, c'est-à-dire dans le domaine de l'articulation, quand un son est un peu déformé. On va parler aussi du domaine oral quand on ne trouve pas ces mots, quand les mots sont déformés dans leur ensemble, quand il y a des troubles de la compréhension aussi à l'oral. Et dans le domaine écrit, ça va être plutôt des troubles qui vont être liés à la lecture et à l'orthographe. Chez les enfants, chez les adolescents, les adultes, voilà, on a tout un ensemble de patients qui va de l'âge de tout petit, dès la naissance, voilà, dès la naissance jusqu'à, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Oui, voilà, on intervient pour de nombreuses pathologies, pour de nombreux troubles, que ce soit quand ils sont tout petits, pour l'éducation précoce dans le cadre de handicap, comme la trisomie par exemple ou la surdité, et jusqu'à un âge assez avancé chez les personnes âgées, pour les maladies neurologiques, les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, Parkinson aussi. Voilà, qui se déclenche un peu plus tardivement. Voilà. Et nous, on intervient surtout sur le bégaiement. Bonjour, comment réagir face à une personne qui bégaye? Alors, j'y vais. Donc, face à une personne qui bégaye, il y a 3 attitudes à éviter, absolument. Bien sûr, la moquerie. Alors ça, c'est vrai que c'est très répandu et que c'est un peu notre réaction première face à quelque chose qui nous surprend. On va rire, mais c'est vraiment dévastateur pour la personne qui est en face de nous, en particulier dans le cadre du bégaiement. Donc, on évite vraiment la moquerie, surtout avec les enfants qui ne sont pas du tout armés pour réagir face à ça. Ensuite, on va éviter les reproches. Dire à un enfant mais arrête de faire ça, tu fais exprès, fais un peu attention. Respire, détends-toi, oui, ça c'est les conseils. On va éviter donc les reproches et les conseils aussi. Pourtant, on pourrait penser que c'est quelque chose de bien pour les enfants, de lui dire, comme tu disais, respire, détends-toi, ça va aller, prends ton temps. Et en fait, non, ça les coupe complètement dans leur communication, dans leur échange, et ils se concentrent. Ok, on m'a dit de respirer. Et en fait, ça les bloque complètement, encore plus. Ça dénature en fait voilà. La relation de l'échange et du voilà. Donc du qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider quand ils bloquent? Alors du coup, au contraire, on va se concentrer sur le message que l'autre a envie de nous faire passer. Donc au lieu de se concentrer sur les aspects formels, donc c'est-à-dire sur la forme du langage, on va au contraire se concentrer sur le fond, donc sur le sens, ce que l'autre a voulu nous dire.
en évitant de manifester du coup de la surprise ou de l'incompréhension. Parfois ça se lit sur le visage aussi, donc c'est souvent un peu difficile, mais il faut dans ces cas-là s'attacher vraiment au message que l'autre veut faire passer. Éventuellement rassurer, essayer d'éviter de mettre un blanc et d'attendre que l'autre dise le mot. On peut éventuellement d'ailleurs lui donner. C'est plus facile avec les enfants qui acceptent parfois plus facilement qu'on leur donne le mot sur lequel ils butent, et avec un adulte, il vaut peut-être mieux lui demander son avis. Bonjour, que faut-il pas faire face à une personne qui bégaye? Bon, en fait, c'est un peu ce qu'on vient de dire, donc on va répéter encore une fois, parce que de toute façon, c'est vraiment très très important de connaître les conduites à éviter. Dis-les toi, tu Voilà, auras parce peut-être que d'autres mots. ça peut enraciner le bégaiement, et ça engrange le cercle vicieux qui va faire que la personne en face va se mettre à éviter justement toutes les situations où elle est confrontée à des moqueries quand elle bégaye, à des conseils qui vont dénaturer le lien qui est en train d'être construit au travers du dialogue. Donc on évite de leur dire respire, détends-toi. Il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié de dire. On va aussi faire attention de ne pas faire semblant de ne pas voir. Il ne faut pas être faussement indifférent. C'est-à-dire que quand l'enfant va se mettre à bégayer, on ne va pas faire comme si de rien n'était. Il faut que l'enfant sache qu'on a perçu sa difficulté, qu'on peut l'aider. Donc voilà, donc on peut lui dire des petites choses comme est-ce que tu veux que je t'aide? Je vois que c'est un peu difficile. Est-ce que tu veux que je te donne le mot que tu cherches? Lui proposer des mots. Est-ce que tu parles de ça, de ce qui s'est passé hier? Est-ce que tu veux me parler de ce qu'on va faire tout à l'heure? On peut essayer de devancer un petit peu les difficultés de l'enfant en lui proposant le mot, non pas pour le couper et pour le dire à sa place, mais vraiment dans le but de l'aider et de souffler un peu la réponse pour qu'elle passe mieux et pour que ça se fasse plus en douceur. Et pour que la conversation, du coup, continue et qu'il n'y ait pas de coupure dans la communication. Voilà, ce sont un peu les clés pour éviter d'enrayer le bégaiement chez l'autre. Bonjour, je ne connais pas d'orthophoniste. Vers qui dois-je me tourner si mon enfant a des problèmes? Alors, à moi de répondre. Quand on ne connaît pas d'orthophoniste et qu'on n'a pas d'adresse, vous pouvez déjà vous tourner vers votre médecin généraliste qui saura déjà confirmer les débuts de doute que vous avez face aux difficultés de votre enfant et avérer une consultation et la nécessité d'une consultation chez une orthophoniste ou un orthophoniste. Donc, ce médecin aura sans doute des adresses à vous fournir. Après, vous pouvez également demander à l'instituteur de votre enfant. Ils sont souvent de très très bons conseils. C'est parfois même eux qui décèlent les difficultés de votre enfant quand vous avez eu des doutes. Donc vous pouvez également lui en parler. Il y a parfois aussi le médecin scolaire d'ailleurs qui, lors de certaines visites, détecte certains problèmes chez votre enfant et viendra vous en parler. Les infirmières scolaires aussi, éventuellement. Après, si vraiment vous n'avez pas de contact avec des orthophonistes, vous pouvez faire appel, demander dans les dispensaires ou dans les hôpitaux. Ils ont une liste sûrement des orthophonistes. À l'hôpital, en tout cas, il y a des orthophonistes, donc elles sauront peut-être vous aiguiller plus vers le libéral ou vers l'hôpital. À la PMI, éventuellement La aussi. PMI, oui. Voilà.
Bonjour, peut-être guérir du bégaiement? Alors, c'est une vaste question, on en a beaucoup discuté ensemble d'ailleurs. Oui, pas Donc, facile. peut-on guérir du bégaiement? Il n'y a pas de traitement miracle, hein. Il n'y a pas de médicament qui permet de guérir le bégaiement comme un rhume ou une grippe. Pas de baguette magique non plus. Pas de baguette magique non plus, évidemment. Donc, en fait, nous, quand notre travail avec les personnes qui bégayent, ça va être de leur faire prendre conscience déjà de leur bégaiement, de leur faire connaître leur bégaiement pour ensuite pouvoir le gérer. On va aussi les aider à s'accepter, à prendre confiance, à s'affirmer, parce que souvent, les personnes qui bégayent ont tendance à se renfermer un peu, à éviter de parler, à éviter de sortir, à éviter d'être dans des échanges avec d'autres personnes. Donc, on a un gros travail à faire comme ça. Et au fur et à mesure de ce travail, ces personnes vont pouvoir maîtriser leur bégaiement et parvenir à ce qu'il soit moins visible. Voilà, le travail en fait sur le bégaiement, ça va être d'agir à la fois sur ce qui est visible, c'est-à-dire les bégayages, donc les répétitions de sons, les prolongations de sons et les blocages, voilà, c'est ça la tension qu'il y a chez l'autre. Tout ce qu'on peut voir, le détournement du regard, les mouvements et les gestes des bras ou d'autres parties du corps, mais également faire diminuer tout ce qui est invisible, c'est-à-dire tout ce que la personne va penser, toutes les croyances qu'il va développer en lien avec son bégaiement et qui va enraciner encore plus ce trouble chez lui. Donc l'orthophoniste va être là pour faire diminuer tout ce qui arrive au niveau comportemental, donc tout ce que je viens de développer, de façon à ce que le bégaiement ne soit plus quelque chose d'impossible à gérer, mais au contraire quelque chose qu'on va réussir à diminuer et à contrôler. Bonjour, mon enfant ne sait pas lire ni écrire. Pourquoi? Alors, votre enfant ne sait pas lire ni écrire, ça peut être lié à pas mal de causes. En fait, parmi les plus courantes qu'on peut avoir, ça peut être de l'ordre du retard, c'est-à-dire que l'enfant n'est pas forcément prêt pour apprendre à lire et à écrire, et du coup il va bloquer dans ses apprentissages. L'orthophoniste, lorsqu'il va intervenir, va en quelques séances, parfois ça peut prendre seulement quelques mois, pour rattraper le retard qu'a l'enfant et le remettre un peu en selle, et pour qu'il puisse ensuite, avec toutes les clés qu'on lui aura données, réussir à retourner à l'école en sachant comment se débrouiller seul. Après, des difficultés au niveau du langage écrit, ça peut aussi être de l'ordre du trouble, donc quelque chose de plus sévère, voilà, quelque chose de plus sévère que un simple retard. On s'aperçoit que c'est un trouble parce que ça va résister un peu à la rééducation qu'on va faire. C'est quelque chose qui va plus s'accrocher et on va avoir plus de difficultés à faire avancer l'enfant, et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui dysfonctionne. Et dans ces cas-là, on va parler de dyslexie, dysorthographie. Dyslexie, c'est-à-dire que c'est un trouble qui va empêcher l'enfant d'apprendre à lire, en tout cas qui va le ralentir dans son apprentissage. Et dysorthographie, parce que c'est un peu le pendant écrit du coup de la dyslexie. Souvent, lorsque c'est touché en lecture, l'orthographe aussi est pénalisée et qui va donner suite à une orthographe souvent erronée, avec des sons qui ne correspondent pas forcément, ou alors des lettres qui manquent, ou à l'envers dans un mot. Oui, ça peut être aussi la difficulté d'acquérir les règles de l'orthographe, les accords, la conjugaison. Ça, c'est vrai que c'est très fréquent. En plus, avec le français qui est une langue compliquée à écrire. Avec beaucoup d'exceptions. Que des exceptions tout le temps.
Bonjour, comment aidons les enfants à parler la langue française? Alors, comment est-ce qu'on peut aider un enfant à parler le français ou d'ailleurs n'importe quelle langue en fait? Comment est-ce qu'on peut l'aider à développer son langage? C'est pareil, il n'y a pas de miracle en fait. La meilleure solution, c'est de parler à son enfant en fait, de lui parler avec un langage adapté à son âge. Donc, pas trop un langage bébé, pas un langage trop élevé pour son âge. Lui parler le plus possible, dénommer tout ce qu'il peut y avoir autour de nous. Par exemple, si vous l'emmenez faire les courses, lui montrer un peu tous les fruits, tous les légumes, tous les produits, le mettre dans un bain de langage qui va lui permettre, par imitation, de développer son langage. On peut aussi faire des petits jeux un peu plus spécifiques avec lui qui vont l'aider vraiment à développer le langage. Par exemple, le plus simple, ça peut être de lire un livre avec lui le soir. Ça peut être aussi de faire des petits jeux comme des petits lotos avec des images, des petits memories. Qu'est-ce qu'on peut faire encore comme jeu ? C'est ça, des puzzles. Oui, c'est ça, de la lecture d'histoire, des jeux comme tu dis. En fait, l'enfant, il va vraiment apprendre par imitation de ce que vous dites. Donc, plus vous lui fournissez des modèles de mots, de phrases, plus il va pouvoir développer lui-même son langage. Donc... Voilà, que ce soit pour le français ou pour une autre langue. D'ailleurs, il n'y a pas de problème. Il peut très bien être confronté à deux langues. Il peut très bien suivre deux langues. En soi, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, français... Oui, le bilinguisme, c'est pas impossible. Au contraire, les enfants ont une plasticité cérébrale, c'est-à-dire une facilité d'acquisition de plusieurs langues. Donc, un enfant peut très bien réussir à développer deux langues à la fois, dès que la distinction est faite de façon claire et de façon à ce que les deux langues ne soient pas utilisées à la fois dans la même phrase. Bonjour. À partir de quel âge peut-on consulter un orthophoniste? Alors, on peut consulter un orthophoniste à presque n'importe quel âge de la vie, finalement. Parce que... On en parlait un peu tout à l'heure, en fait. Oui, ça peut commencer dès la naissance, en fait. Dès la naissance, voilà. Pour les enfants qui ont des handicaps assez importants. On parlait de trisomie, de surdité aussi. Et puis après, à chaque stade, en fait, on va avoir des troubles qui vont pouvoir apparaître. Par exemple, on parlait du bégaiement. Le bégaiement peut apparaître entre 2 ans et demi et 5 ans, ou un peu plus tard. Dès qu'on le constate, on consulte un orthophoniste, ça existe aussi. Ensuite, il va y avoir donc toute la période d'acquisition du langage oral, où il va peut-être y avoir des problèmes de compréhension du langage, des problèmes de parole, des problèmes de langage. Ensuite, quand ils sont plus âgés, il y a les problèmes pour apprendre à lire ou à écrire, quand ils rentrent à l'école primaire. Vas-y, je te laisse continuer pour les adultes. Après, vous avez également les consultations pour les adultes, effectivement. Donc, il n'y a pas de limite d'âge, puisqu'on peut être, développer des troubles liés à la mémoire ou à l'attention ou un manque de dynamisme au niveau de la réflexion qui peut amener à consulter, jusqu'à... J'avais une patiente qui avait fêté ses 101 ans quand j'étais... oui.